Corses, nationalistes, commerçants, artisans, solidaires des fonctionnaires ont manifesté aujourd'hui dans le calme. La dernière impératrice d'Autriche-Hongrie, enterrée aujourd'hui à Vienne, morte à l'âge de 97 ans, elle avait côtoyé l'impératrice Sissi, l'empereur François-Joseph, avant de terminer sa vie en exil. 1630 points de vente, 300 000 repas, le fast-food à la française tient son salon. On y présente les machines et les produits de la cuisine industrielle. Enquête dans ce journal. Madame, monsieur, bonsoir. En France, l'actualité de ce samedi, c'est d'abord la Corse, avec des manifestations organisées par les nationalistes, les commerçants, les artisans, prenant le relais des fonctionnaires et les assurant ainsi de leur solidarité face au gouvernement qui, lui, n'entend pas aller plus loin dans ses propositions. À Bastia, d'abord, donc, défilé des nationalistes, manifestation sans incident, canalisée par un service d'ordre très vigilant. Reportage de nos envoyés spéciaux Françoise Joly, Frédéric Bazille. Leur mot d'ordre, le silence. Une seule banderole, un slogan écrit en corse pour une solution globale. Enfin, des drapeaux pour une manifestation indéniablement nationaliste. En tête de cortège, un de leurs élus à l'Assemblée régionale, Léo Battesti. Mais la vedette du jour, c'est bien Edmond Simeoni, père fondateur du mouvement autonomiste corse. Depuis plusieurs jours, il anime ce qu'il a appelé le collectif corse de lutte, et c'est lui, avec le syndicat des travailleurs corses, qui a réuni presque 5 à 6 000 personnes dans la rue. Une manifestation aussi importante que celle des syndicats traditionnels il y a 2 jours. Une manifestation avec le soutien des commerçants qui avaient majoritairement baissé leurs rideaux. Après qu'une délégation ait été reçue par le préfet, Edmond Simeoni a lancé un appel à l'État et aux syndicats. Nous demandons à l'État et aux syndicats de se concerter sans délai et sans aucun préalable de part et d'autre, afin de trouver une solution sociale raisonnable, conforme aux intérêts des 2 parties et surtout conforme à la dignité de celles et ceux qui luttent de façon responsable et déterminée depuis des mois. En fin d'après-midi, la manifestation a été dispersée dans le calme. À Bastia, maintenant, le prochain rendez-vous attendu est celui de lundi matin. Des assemblées générales se tiendront dans toutes les administrations. La fonction publique corse entrera dans sa 7e semaine de grève. Après Bastia, Ajaccio maintenant, nos envoyés spéciaux Olivier Lerner et Liane Jiquel ont suivi le défilé des organisations socio-professionnelles, commerçants, artisans, solidaires des fonctionnaires en grève. Ajaccio, cours Napoléon, le cœur de la ville morte. Commerçants, artisans et nationalistes s'étaient donné rendez-vous pour une manifestation silencieuse, la première du genre dans les rues d'Ajaccio. Regroupés derrière une seule et unique banderole, 2 à 3 000 manifestants ont marché d'un pas lent pendant plus de 2 heures pour réclamer une solution globale au problème corse. Les grilles de la préfecture ne se sont ouvertes que pour laisser entrer une délégation. Pendant la demi-heure d'entretien avec le préfet de région, quelques chants nationalistes ont résonné dans la foule, mais la tension est vite retombée après les propos plutôt rassurants du porte-parole des socioprofessionnels. Après ce que nous a dit le préfet, on va prendre des dispositions. Nous allons rencontrer sûrement des gens du gouvernement et allons mettre un échéancier en place. Les manifestants se sont dispersés dans le calme. Commerçants et artisans reprendront le travail dès lundi, ce qui est beaucoup moins sûr pour les fonctionnaires. La politique française maintenant avec les journées parlementaires du RPR à Nice sur la Côte d'Azur. Après le discours de Charles Pasqua hier dénonçant l'obsession de l'union de l'opposition, on attendait le président Jacques Chirac qui visiblement n'a pas été touché par les arguments de l'ancien ministre de l'Intérieur répétant que le seul moyen pour l'opposition de se présenter comme une alternance crédible était l'union, même si le RPR devait gérer sa diversité. De Nice, nos envoyés spéciaux Pascal Guimier, Claude Sicard. Pas facile de faire une révolution, même culturelle. Autocritique collective, le RPR se sent en décalage par rapport à la société. Unanimité dans l'analyse, mais divergence sur les remèdes à apporter. Jacques Chirac, cet après-midi, s'est employé à concilier ses contraires. Réponse à Charles Pasqua, l'union est possible, mais ce n'est qu'un moyen, pas une fin en soi. Puis, geste vers les rénovateurs, le RPR n'est pas un bloc, la diversité a le droit de s'exprimer. Notre mouvement doit en effet apparaître demain comme une force moderne et solidaire de dialogue et de renouveau. Il peut et doit puiser dans ses racines, comme dans le dynamisme de ces jeunes générations,
la force d'affirmer ses capacités à la fois d'ouverture et de rassemblement. Alors, dans ce contexte, et dans ce contexte seulement, la stratégie d'union de l'opposition prend tout son sens et toute son importance. Discours tout diplomatique, repris par Édouard Balladur, toujours partisan à terme d'une confédération UDF-RPR. Tout conflit semblait donc aplani lorsque Franck Borotra monta à la tribune. Ligne Pasqua, tendance vieille garde, le RPR doit redevenir le parti des origines, une force populaire. Bref, la barre à droite est sans complexe. C'est alors que Michel Noir prend la parole et donne sa version du gaullisme. Proximité, générosité, refus de l'extrême droite, un manifeste pour une sensibilité différente. Restent alors Bernard Ponce et Alain Juppé, qui tentent, chacun à sa manière, de remettre un peu d'ordre dans la maison, quitte à mettre un bémol à l'union. Une chose est sûre ce soir, le RPR a ses courants. Bien sûr, il ne se divise pas, ne se déchire pas, mais il débat. Il débat au vu et au su de tout le monde, et cela, c'est peut-être déjà une mini-révolution culturelle. Partons maintenant sur le front de la pollution. Dans la Manche, tout d'abord, les équipes de recherche ont retrouvé la trace de plusieurs conteneurs du cargo Perrantis coulé il y a maintenant 3 semaines. Mais pas de nouvelles de celui qui contient du lindane, ce dangereux produit toxique. En Alaska maintenant, une semaine après le début de la marée noire, la tension monte, les pêcheurs s'impatientent et les incidents se succèdent entre eux et les représentants de la compagnie pétrolière qui sont sur place pour mener à bien les travaux de nettoyage de la mer et des côtes de l'Alaska. Dominique Thiers. Y a-t-il encore une chance de survie pour ces oiseaux? Ce phoque, lui, a cessé de lutter. Les otaries, quant à elles, dansent peut-être leur dernier ballet. Rien n'y fera, l'aide des spécialistes paraît bien dérisoire, ils seront des milliers à mourir étouffés, englués de pétrole. Et l'agonie ne fait que commencer. Triste spectacle, où la colère n'arrive plus à être contenue. Pour des milliers de pêcheurs, c'est la catastrophe. 2 fois par jour, les responsables de la compagnie Exxon sont pris à partie. Je veux savoir, dit cet homme, comment nous allons être aidés. Je veux savoir qu'est-ce que va faire la compagnie Exxon. Scène quotidienne de fureur, d'énervement. On vit ici à 80% des ressources de la pêche et ce n'est pas avant des années que le préjudice subi sera réparé. Un long et difficile procès en perspective. 38 millions de litres de pétrole répandus. Demain, 10 tonnes d'un nouveau produit pour disperser la nappe partiront de Paris vers l'Alaska. Mais le mal est fait. Accord de pêche entre la France et le Canada. De nouveaux quotas ont été définis pour les bâtiments français qui s'en vont pêcher au large de Terre-Neuve. Mais de nouvelles zones de pêche restent à définir. Monsieur Le Pinsec, porte-parole du gouvernement, comme les professionnels bretons, estime que cet accord est défavorable à la France d'une certaine façon, mais qu'il vaut mieux que pas d'accord du tout. À l'étranger, une journée que l'on qualifiera peut-être un jour d'historique pour l'Afrique australe. Depuis ce matin, en effet, la Namibie, ex-colonie sud-africaine, a entamé son processus d'indépendance sous la surveillance des Nations Unies. Premier visiteur de marque, le Premier ministre britannique, Madame Thatcher. Martine Laroche-Joubert. Le drapeau aux couleurs des Nations Unies, hissé ce matin en Namibie sous la surveillance des casques bleus, avec l'approbation des Namibiens et surtout la bénédiction de la puissance coloniale, l'Afrique du Sud, une scène que personne n'aurait imaginée il y a 1 an à peine. Même Margaret Thatcher, en tournée en Afrique australe, a cédé à la curiosité en y faisant une escale éclair, mais imprévue, c'est bien vrai. La Namibie, la dernière colonie africaine, entame, en termes diplomatiques, un processus d'indépendance avec élection dans 7 mois. Bien sûr, certaines complications commencent. Pretoria menace déjà de demander aux Nations Unies de quitter la Namibie. Motif, des accrochages cette nuit à la frontière avec l'Angola entre la police namibienne et la SWAPO, le plus ancien mouvement indépendantiste. Son chef, Sam Nujoma, ici, dans son refuge en Angola, déborde aujourd'hui de joie avant de revenir au pays. Ses fidèles en Namibie ont aujourd'hui tenté d'aller accueillir les soldats de l'ONU. Ils en ont été empêchés par la police sud-africaine. Pas facile d'éliminer les vieux réflexes. Mais les militants de la SWAPO devront eux aussi élaborer d'ici 7 mois un véritable programme politique s'ils veulent gagner les élections. D'obédience marxiste, ils adoptent actuellement une attitude plus modérée. Il est vrai que l'Afrique du Sud leur mettra sûrement des bâtons dans les roues. Ne pas oublier qu'elle a négocié l'indépendance de la Namibie contre le retrait des soldats cubains d'Angola. Quoi qu'il en soit,
La première marche de l'indépendance, la plus difficile, est aujourd'hui franchie. Le Liban, les Nations Unies ont voté une résolution la nuit dernière demandant l'arrêt effectif des duels d'artillerie entre chrétiens et syriens. Cette initiative diplomatique n'a eu pour l'instant aucun effet sur le terrain. La nuit dernière, des tirs ininterrompus ont obligé les populations à se terrer dans les caves et les abris. De Beyrouth, notre envoyé spécial Pierre Serra. Alors que la journée a été relativement calme, Beyrouth-Est et la zone chrétienne environnante s'apprêtent à passer une nouvelle nuit de terreur. Les bombardements systématiques et aveugles reprennent généralement en fin d'après-midi. Hier soir encore, les artilleries syriennes avec des canons de 180 mm et les artilleries des milices pro-syriennes avec des fusées grades et des orgues de Staline ont pilonné le quartier d'Ashrafieh ainsi que les régions du Matan et du Kesrouan jusqu'au port de Jounieh. Cette loterie funeste de la mort et de la destruction affole les populations qui se terrent dès la nuit tombée dans les abris. Malgré le cessez-le-feu exigé aussi bien par la Ligue arabe que par le Conseil de sécurité des Nations Unies, il semble que, alors que des négociations interarabes se poursuivent à Tunis, chacune des parties en présence tente de s'imposer sur le terrain. Les forces chrétiennes, armées et milices, luttant pour éviter que les forces pro-syriennes qui les encerclent ne réussissent à établir le blocus total et l'étouffement de ce qu'on appelle ici le pays chrétien. En Afghanistan, après le retrait des soviétiques en février dernier, certains avaient cru que les événements s'accéléreraient. Il n'en a rien été, on l'a constaté. Les grandes villes, et particulièrement Kaboul, retranchées, sont défendues par une armée régulière encore très puissante. En marge de la politique, cette guerre aura remis bien des traditions en question dans ce pays musulman. Par exemple, le statut des femmes, en raison de la mobilisation de leurs maris ou de leurs frères, dans l'un ou l'autre camp d'ailleurs, elles ont pris une place qu'elles n'avaient pas jusqu'à présent dans la société afghane. La victoire de la résistance pourrait remettre en cause ces changements. Reportage de nos envoyés spéciaux Jérôme Bonny, Jean-François Hoffman. Avec l'afflux des réfugiés de l'intérieur ayant fui leur village bombardé vers la ville, Kaboul a subi un retour en force de la tradition. Glissant dans les rues comme des fantômes, une multitude de femmes enfermées dans leur tchadri, ce voile qui les couvre de la tête aux pieds. Traditionnellement, les femmes afghanes doivent rester à la maison. Mais la guerre a tout bouleversé. Leur mari absent, il a bien fallu qu'elles les remplacent dans ces bazars, autrefois réservés aux hommes. Ces femmes, d'origine paysanne, ont été vendues aux familles de leurs époux quand elles n'étaient encore que des fillettes. Depuis, toute leur existence s'est partagée entre l'éducation des enfants et les travaux des champs, jusqu'à l'exil dans la ville. L'idéal féminin, selon le régime installé par Moscou, est loin de la femme au foyer. Témoin, ce capitaine de l'armée afghane, en tailleur, que nous avons rencontré sur la route de Salang, à quelques kilomètres de la ligne de front. Avant la Révolution, il y avait des femmes qui ne portaient plus le voile, mais c'était exceptionnel. La Révolution a aidé beaucoup de femmes à se dévoiler et à travailler comme ouvrières ou institutrices. Aujourd'hui, dans Kaboul, encerclé par les moudjahidines, les mollahs ne cachent pas leur sympathie pour certains leaders de la résistance. Ils appellent de leur vœu le rétablissement de la charia, la loi islamique. Les femmes restent à l'orée des mosquées pour mendier. En ce moment, la situation est difficile. Les femmes sont obligées de travailler et de venir au bazar. Mais dès que la situation sera redevenue normale, elles devront rentrer dans leur foyer, faire le ménage et s'occuper de leurs enfants. La révolution d'avril, même avortée, aura-t-elle donné une chance à la femme afghane? Si on lui demande, elle répond qu'elle ne connaît pas cette révolution, qu'elle ne connaît qu'une saignée qui a touché chaque famille. 1 200 000 morts chez les Afghans, 100 fois plus que dans les rangs de l'armée rouge. Par la force des choses, cette guerre a fait sortir la femme de chez elle, mais qui peut parler de libération à ce prix? En fait, l'intervention soviétique a provoqué, par réaction, une montée en puissance des musulmans. Reste un espoir pour la femme afghane, que l'islam de Kaboul sache retenir la tolérance, chère à la plupart des Afghans. Revenons maintenant au sujet de préoccupation quotidien des Français. Parmi ceux-ci, au premier rang, les transports. Aujourd'hui était inaugurée à Lille la 2e ligne du métro, Val, fabriquée par Matra, entièrement automatique. Un procédé très performant,
mais un investissement relativement lourd qui fait peur à plusieurs autres municipalités françaises. Par exemple Strasbourg, dont le nouveau maire, Mme Trottmann, a dès son élection annoncé qu'elle y renonçait au bénéfice du tramway. Enquête de Jacques Violet et Bernie Mériot. À Lille, le métro le plus sophistiqué d'Europe circule sans conducteur depuis 6 ans pour la plus grande satisfaction des usagers. Moi, j'aime bien monter dans la première voiture. J'ai l'impression que c'est moi qui conduis. Et non, c'est l'ordinateur qui pilote le métro. Des véhicules et un système complètement automatique. Dans cette salle, 8 personnes seulement contrôlent la circulation sur les 25 km de voies. Des milliers de télémesures. Les départs, les arrêts en station, l'ouverture des portes, l'intervalle entre les rames, tout est géré par l'informatique. Chaque rame va lire son programme qui est inscrit dans le sol, dans la voie. Sécurité oblige, les quais sont complètement fermés. Mais ce TGV des transports urbains coûte cher à construire, 200 millions le kilomètre. Devant l'investissement trop énorme pour les collectivités, des villes comme Nantes et Grenoble ont choisi le tramway. À Strasbourg, Marcel Rudloff et l'ancienne municipalité avaient pris une option sur le Val. Aujourd'hui, le nouveau maire, Mme Trottmann, soutenu par les écologistes, reparle tramway, moins prestigieux bien sûr, mais moins cher, surtout à la construction. On relance l'actualisation des études sur le tramway et on présente aux Strasbourgeois le plan de circulation. Le Val, vous le savez, est un métro sans conducteur. Il est donc économique d'exploitation et les bilans doivent être faits non seulement en pensant à la construction proprement dite, mais à tout ce que va coûter l'exploitation du métro pendant 20, 30 ou 40 ans. Val ou tramway, décision définitive pour Strasbourg dans quelques mois. En attendant, le Val continue une belle carrière, tant en France qu'à l'étranger. Le métro de Toulouse est en chantier depuis quelques mois, ainsi que le raccordement de l'aéroport d'Orly avec la ligne RER à Antony. À l'étranger, 2 chantiers aux États-Unis. Jacksonville est terminé, les petits métros arrivent. À Chicago, les travaux ont débuté pour la desserte de l'aéroport. À l'autre bout du monde, en Chine nationaliste, le métro de Taipei sera lui aussi français, comme celui de Lille, qui vient de transporter son 150 millionième passager sans aucun accident. On reste dans les transports. La compétition entre les compagnies aériennes internationales est de plus en plus vive, ça on le sait. Il leur faut donc accélérer les rotations, améliorer le confort et chercher en permanence les plus qui attireront le client. Ainsi, Air France propose à ses passagers désormais de suivre leur vol sur écran, comme s'ils étaient dans la cabine de pilotage à la place du commandant de bord. Reportage, Patrice Pelé, Gilbert Uzan. Passer 5, 7 ou 12 heures dans un avion, c'est long, trop long. Alors, de plus en plus, les grandes compagnies aériennes font preuve d'imagination et proposent de nouveaux produits à leurs clients. Le dernier est totalement électronique. Sur le même écran que celui jusqu'alors réservé au film, s'inscrit la route suivie par l'appareil et ses paramètres de vol. Ces informations sont puisées directement dans la centrale de navigation de l'avion. Une minuscule pièce de 6 mètres carrés qui se situe sous le plancher à la verticale du poste de pilotage. Ici, vous êtes dans le cerveau de l'avion. Ce sont ces informations, confidentielles jusqu'à présent, qui pour la première fois sont proposées aux passagers. Nous sommes bien à 769 km/h de vitesse, à 9299 mètres d'altitude. Il fait déjà moins 49 degrés à l'extérieur et nous venons de parcourir depuis Paris 242 km. Lire tout le temps dans un avion ou dormir, ça dure un temps. Et effectivement, ces encarts d'informations sont très intéressants. J'ai d'ailleurs chronométré le temps que mettait l'avion donc à parcourir le kilomètre et j'étais un peu surpris. Je pensais que c'était quand même un peu plus rapide que ça. Surpris ce passager parce que pendant le vol, les vents de l'Atlantique Nord avaient fait tomber la vitesse de l'avion de 800 à 650 km/h et que tout ça s'est inscrit sur l'écran. Pour les équipages, ce nouveau produit fait partie de la guerre commerciale. Je pense que commercialement c'est une bonne chose. Nous nous plaçons dans un créneau de compétition actuellement avec des grandes compagnies qui se sont équipées aussi de ce système. Pour le passager, ça ne peut être qu'un facteur de tranquillité. Concurrence sur les tarifs, concurrence sur le service, il faut remplir les avions et pour ça, les compagnies aériennes ont de plus en plus d'égards pour leurs clients.
La fusée Ariane pour son 30e tir sera un petit peu en retard. Une panne informatique la nuit dernière, 40 minutes avant l'envol. Cet après-midi, la panne a été repérée par les techniciens. Le lancement du satellite scandinave, emporté par la fusée européenne, aura donc lieu la nuit prochaine. Redescendons sur Terre maintenant avec le salon de la restauration rapide, autrement dit le fast-food. Quick, McDo, Freetime, Burger King, etc., se vendent comme des petits pains au sens littéral du terme d'ailleurs. 300 millions de repas en 1988, 1630 points de vente en France. Ce type de cuisine industrielle nécessite des machines de plus en plus performantes et sophistiquées qui allient à la fois rapidité et hygiène parfaite. Impressionnant, vous allez le voir. Enquête de Valérie Fourniou et Claude Barnier. Discussion d'experts. Un pizzaiolo face à un compatriote médusé. Comment cette pâte préparée par une machine et cuite en seulement 2 minutes peut-elle être bonne et italienne? Parce que tout a évolué si vite que même les frites sont aujourd'hui cuites sans huile. C'est bon? Puisqu'il le dit, dans l'empire du fast-food, tout est mécanisé, informatisé et conditionné. L'industrialisation de la restauration, certainement. Mais de la gastronomie, sûrement pas. Dans le prix de la restauration rapide, 22 francs, un repas moyen, le soir, vous allez manger dans un restaurant 3 étoiles. Ça n'a absolument rien à voir. Il n'y a aucun danger pour la gastronomie française. Le marché de la restauration rapide a frôlé en 88 les 300 millions de repas. Chiffre d'affaires, 6 milliards de francs. Le consommateur classique a entre 18 et 34 ans, adore le hamburger, mange vite et paie en espèces. Plus qu'une mode, c'est devenu un mode de vie. Il y a une espèce de grand micmac culturel comme ça qui se produit. Ce qui est vrai, c'est que notre alimentation change radicalement depuis une vingtaine d'années. Mais je ne pense pas qu'on aille vers un processus complètement catastrophique de standardisation, de perte du goût, etc. Je crois qu'il y a les deux qui progressent de front. Aujourd'hui, les grands trusts de la restauration rapide changent de look ou leur menu et proposent autre chose que des hamburgers comme les salades composées. Sans parler de diététique, une nette amélioration. Si de façon exceptionnelle, on rentre dans un fast-food pour y manger avec plaisir, il faut surtout déculpabiliser les gens vis-à-vis de cet aspect péjoratif. Je répète, pas tous les jours, mais une fois de temps en temps, avec les enfants, c'est tout à fait acceptable. L'hygiène alimentaire s'apprend dès l'âge du biberon. Une nourriture trop riche en lipides et en sucre provoque des maladies cardiovasculaires si fréquentes en France. Scout toujours prêt pour montrer que le mouvement est toujours bien vivant. Toutes les organisations du scoutisme européen s'étaient rassemblées cet après-midi à Strasbourg. Reportage de Jean-Marc Valverde et Nicolas Pelletier. Saint-Étienne. Filles et fils de Baden-Powell y sont venus planter leur tente pour célébrer pendant 5 jours l'Europe du scoutisme. Plusieurs pays d'Europe et toutes les régions de France métropolitaine et l'outre-mer sont là. Le mouvement scout se porte bien, 100 000 adhérents en France, mais être scout en 89, c'est quoi? Être scout, c'est vivre quelque chose avec les autres, c'est s'affirmer soi-même, c'est vivre son corps, vivre avec les autres, pour les autres et pour soi. Les scouts ont changé, filles et garçons se rencontrent, mais la foi, la nature et le jeu restent les piliers du scoutisme. Attention, ne parlez jamais de boy scout devant eux, ils n'aiment pas ça. Bon, les gens qui disent des boy scouts, bon, c'est gentil, les petits boy scouts, un l'air un peu niais, voire Gérard Jugnot. Bon, je pense pas qu'ils comprennent vraiment l'esprit des scouts. Dans un quart d'heure, la veillée va commencer en présence du maire de Strasbourg, Catherine Trottmann, une proche de Michel Rocard, un ancien chef scout. Vienne cet après-midi, un événement entre l'actualité et l'histoire. Les obsèques de la dernière impératrice d'Autriche-Hongrie, Zita de Habsbourg. Elle a connu un personnage de légende, Sissi, impératrice d'Autriche. Son beau-père s'appelait l'empereur François-Joseph. Sa vie a été mêlée à quelques-unes des principales dates marquantes de ce siècle. Sarajevo, qui lui valut de monter sur le trône, la Première Guerre mondiale, puis l'exil autour du monde et enfin une retraite solitaire en Suisse. Et ce n'est qu'aujourd'hui, cet après-midi, qu'elle a repris pour l'éternité sa place aux côtés des princes qui ont fait l'histoire de l'Empire austro-hongrois. Isabelle Staes.
Comme surgit du passé toutes les splendeurs de l'Empire austro-hongrois. Dans la cathédrale Saint-Étienne, la messe de Requiem célébrée par l'archevêque de Vienne. Cérémonie fastueuse à la mémoire de l'impératrice Zita, la dernière de la dynastie des Habsbourg, décédée à l'âge de 96 ans. Près du cercueil, les membres des familles royales européennes. Les obsèques nationales, 8000 personnes y assistaient. Ce soir, le corps de l'impératrice a rejoint la crypte des Habsbourg. 12 empereurs et 16 impératrices y reposent, à l'exception de l'empereur Charles Ier, l'épouse de Zita, mort en 1922 en exil à Madère. Mais le cœur de Zita l'a rejoint. Il a été prélevé, selon la tradition, juste après sa mort, pour retrouver celui de l'empereur dans un monastère en Suisse. Oui, ce soir, Frédéric Mitterrand, à 22h15, consacrera un numéro spécial de son magazine Étoile à Zita de Habsbourg, avec toutes les images des obsèques qui ont eu lieu cet après-midi à Vienne. Voilà, ce journal est terminé. Il ne me restait plus qu'à vous donner maintenant les résultats du tiercé qui s'est couru cet après-midi à Vincennes. Pour gagner, il fallait jouer le 15, le 12 et le 8, et vous gagnez dans l'ordre 1467 francs 50 et dans un ordre différent 293 francs et 50 centimes pour 3 francs. Quant au quarté, vous ajoutez le 10 et vous gagnez 5978 francs 40 et dans un ordre différent 639 francs. Voilà, tout de suite après ce journal, les prévisions météo avec José Blanc-Lapierre. Philippe Gassot pour les toutes dernières informations. Vous le retrouverez aux alentours de 23h30. En attendant, Champs-Élysées, Michel Drucker, ce soir un numéro spécial mode à ne pas manquer. Bonsoir, excellente soirée, à demain 13h.